Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture dédié quand même à 7 livres. Ce sera donc un point lecture en 2 spi parce que j'ai plein de lectures à vous présenter. Ce sont essentiellement des livres lus durant le printemps et l'été. Donc on va commencer sans plus tarder, sinon cette vidéo va durer 1000 ans. Alors on va commencer cette vidéo par une bande dessinée. Il s'agit d'Anita Conti par Catel et Bokeh aux éditions Casterman. Anita Conti est une des premières femmes océanographes qui a marqué son temps, à savoir la fin du 19e siècle et le 20e siècle, de par ses recherches et sa façon de sensibiliser l'opinion publique au monde sous-marin, à la surexploitation, la surpêche, la pollution et surtout la biodiversité du monde sous-marin. Elle a eu la chance de participer à de nombreuses expéditions, la plupart du temps très longues, très dangereuses et entourées essentiellement d'hommes. Elle a donc marqué par son courage et aussi elle n'a jamais cessé d'écrire, de consigner de façon systématique, de façon scientifique ses observations sur le monde sous-marin et la biodiversité. Elle a commencé ici à Riec-sur-Belon à étudier les huîtres. Elle s'est renseignée sur le cycle de la vie d'une huître avant de comprendre qu'effectivement les poissons mais aussi les autres créatures sous-marines qu'elle aimait tant pêcher quand elle était enfant, eh ben, ils avaient des cycles de vie et qu'on pouvait les surexploiter et qu'on pouvait effectivement endommager très fortement la chaîne alimentaire sous-marine de par notre exploitation, de par notre surpêche, même si c'est culturel et même si ça implique quelques sacrifices. Elle a donc écrit de nombreux articles, elle était essayiste, elle était journaliste, photographe, même cinéaste et surtout c'était une grande scientifique et donc les journaux, la presse et l'opinion publique s'est beaucoup intéressée à ses travaux. Elle a donc réussi à obtenir en grande partie gain de cause sur ces différentes sensibilisations et c'était une femme absolument remarquable. Alors je trouve que cette bande dessinée était assez intéressante mais le dessin et même le scénario n'étaient pas forcément à la hauteur de ce que je pouvais en attendre. J'ai eu l'impression de lire une biographie plus. Voilà, mais j'ai quand même appris énormément de choses sur la vie d'Anita Conti à travers cette bande dessinée et donc rien que pour ça, elle mérite quand même d'être soulignée et d'être lue. J'aimerais maintenant vous parler de Memento Vivere de Ismaël Lemonnier aux éditions Tornada, son dernier ouvrage paru, un thriller palpitant qui se passe en région parisienne. On est avec Lucien et Anaïs, 2 enquêteurs que tout oppose, qui enquêtent sur un bébé retrouvé noyé dans les toilettes d'un bar sordide de Vitry-sur-Seine. En parallèle, un adolescent se balade dans les rues de Paris avec un chien et il menace tout ce qui bouge. Est-ce que les 2 affaires sont liées? On ne sait pas, d'autant plus qu'il est question de moines. Bref, on est un petit peu perdu, mais Ismaël Lemonnier arrive très rapidement à repêcher son lecteur pour lui montrer où on va dans l'enquête et qu'effectivement les 2 affaires sont totalement liées. On va toucher à une affaire scientifique qui est un petit peu au cœur des romans de thriller en ce moment. Et on va toucher à des thématiques très intéressantes, notamment la santé mentale aussi, qui est largement abordée dans ce thriller. Et c'est pour cette raison-là, moi, que j'ai aimé ce thriller. C'est clairement pour nos 2 personnages qui, au début, nous semblent assez caricaturaux, très borderline. Et puis finalement, quand on apprend à les connaître, on se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental derrière. Et la raison pour laquelle ils sont ainsi. Pourquoi est-ce que Lucien, vieux flic aigri qui attend depuis des années le retour de son épouse qu'il a quittée il y a des années de ça, pourquoi il est aussi systématique dans sa façon de travailler, aussi routinier et aussi rabat-joie? Et pourquoi d'un autre côté, Anaïs est totalement borderline, autant dans son look que dans sa façon d'être avec les autres, sa façon de travailler, puisqu'elle est absolument ordurière. Donc les 2 vont se détester au départ, et puis petit à petit, des liens vont se tisser entre eux. Donc si vous aimez les duos d'enquêteurs, cet ouvrage peut clairement vous plaire.
d'autant plus que la thématique abordée en arrière-plan, une thématique donc essentiellement scientifique, mais attention, rien de compliqué, vous allez très bien comprendre de quoi il s'agit, et très intéressant pour le lecteur, tout amateur de thriller, notamment moi, j'ai lu beaucoup de thrillers dans ma vie, donc je suis quand même assez exigeante, mais j'ai bien aimé la façon dont c'est présenté, dont c'est palpitant, dont l'enquête va avoir des retournements de situation, et ça, Ismaël Lemonnier le fait très très bien. La petite chose que je pourrais reprocher à ce livre, c'est peut-être quelques tournures de phrases un petit peu gauche, notamment il faut soigner. Puisqu'il n'y a pas de chapitre dans le livre, c'est pas pour autant que ce n'est pas un page-turner, mais il faut soigner ces fins de chapitre et ces débuts de chapitre par des phrases accrocheuses et des phrases quand même un petit peu travaillées. Ça m'a peut-être un peu manqué dans ce Memento Vivere, mais je vous rappelle que son précédent ouvrage avait été un énorme coup de cœur pour moi. J'ai donc beaucoup aimé cette enquête pour la psychologie des personnages, en particulier en fin de roman, et aussi pour le petit clin d'œil bretonisant, puisque l'auteur est également breton. J'aimerais vous parler maintenant de Performant de Dylan Eskin, un roman auto-édité qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer, et vraiment un roman que j'ai adoré parce que c'est un livre de science-fiction, d'anticipation même, un livre 2.0 qui s'inscrit dans quelque chose de vraiment postmoderne. Ça fait penser un petit peu à Black Mirror, tellement ça fait froid dans le dos. On est avec Thomas Durand qui vit dans un futur proche, dans une société qui place la performance au-delà de toutes les autres valeurs. Pour réussir, pour être performant et avoir la note de plus de 4.0 sur 5, eh bien il faut se donner. Il faut se donner socialement, professionnellement. Et ça tombe bien, en plus de travailler en freelance, Thomas pratique la course à pied. Et la course à pied est un excellent tremplin pour se hisser au top du top de l'élite, celle qui accède aux meilleurs biens matériels, aux privilèges et qui est reconnue par le reste de la société. Il va donc tout donner jusqu'à ce que son corps commence à flancher un petit peu, il est pris de vertige et vous allez voir comment, malgré les mots très rassurants de tous ces petits appareils de domotique qui lui disent que tout va bien, eh bien il va commencer à clairement ressentir des signaux d'alerte de son corps. C'est aussi un monde dans lequel Thomas recherche l'amour et il a clairement du mal parce que la société est envahie de différents sous-genres de sexualité. Toutes ces personnes qui se disent pan, trans, etc., etc., jusqu'à avoir des cheveux bleus qui aiment les femmes, des cheveux roses qui aiment les hommes. Bref, on ne sait plus trop où donner de la tête dans ce monde-là. Et donc toutes les relations en fait hommes-femmes se trouvent aussi un peu dégénérées dans ce roman. Sans vouloir critiquer les libertés bien entendu, Dylan Eskin le fait très très bien et de façon un petit peu cynique quand même. D'un autre côté, on a un autre personnage qui va croiser le destin de Thomas. Il s'agit d'Elena Sachs. Elle est sculptrice et elle essaye de donner à son petit garçon un monde meilleur, un monde dans lequel les valeurs ont une vraie place dans le cœur des hommes et il n'y a pas la performance qui est placée au-dessus de tout le reste. Je pense que les fans d'Alain Damasio, de livres d'anticipation vont être servis, les fans de course à pied aussi, et un lectorat un peu plus jeune. C'est un livre qui peut très bien être lu par des adolescents, des adolescents on va dire, parce que c'est un livre qui s'inscrit vraiment dans une ère très moderne. Et même si je trouve que la chute du roman aurait pu être un peu développée, j'ai beaucoup aimé voir jusqu'où notre pauvre Thomas va être amené à dealer avec ces grandes sociétés et avec des défis vraiment qui le dépassent énormément dans cette société de fous vers laquelle on tend directement. Bref, je vous conseille la lecture de Performance, c'était une excellente lecture. On va enchaîner toujours dans la course à pied avec l'excellent livre de Grégoire Chevignard, De mon canapé à la course la plus dure au monde, aux éditions Marabout. Qu'est-ce que je me suis poilée dans ce livre? En fait, je l'ai lu comme un gros page-turner. Je ne pouvais plus lâcher ce livre. C'est entre le roman autobiographique et une espèce de guide pour booster votre motivation, si vous voulez, si vous commencez à pratiquer de la course à pied ou si vous êtes déjà coureur confirmé. Bref, j'ai adoré ce livre. En fait, Grégoire Chevignard, qui n'a jamais couru, se voit un jour offrir par quelqu'un, lors d'une veillée de Noël, une entrée pour une course de 10 km.
Alors il se dit, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est pour moi? Et en fait, il s'avère que c'est vraiment pour lui. Il demande donc à 2 de ses frères ou cousins de l'accompagner pour cette première course parce qu'il se dit, mais je suis incapable de courir 2 minutes sans cracher ma maman, quoi. Donc venez m'accompagner. Donc tous les 3, ils vont s'entraîner à leur rythme. Il y en a un qui va clairement rien foutre. Un autre qui va s'entraîner comme s'il allait faire la Spartan Race. Et puis lui, un peu au milieu, il se prend, vous savez, les applications de running qui ne correspondent absolument pas à nos besoins vitaux, mais que lui va essayer de suivre tant bien que mal pour se préparer à ce 10 km. Il passe sa course et devinez quoi? Le lendemain, il s'inscrit à un marathon. Bref, le mec, il est fou allié et il raconte dans son livre comment il s'est pris de passion pour la course à pied, comment il a réussi à s'organiser au quotidien, bien que père de 3 enfants et employé à temps plein, comment il a réussi finalement à s'organiser pour se caser des séances d'entraînement, pour se préparer aux courses les plus dures au monde, notamment ce fameux marathon des sables sur lequel il conclut son roman. Et en plus de ça, c'est extrêmement comique parce que ce mec, il a beaucoup d'autodérision. Il n'arrête pas de critiquer aussi le monde de la consommation, des baskets et autres gadgets que peuvent se fournir les coureurs. Bref, c'est plein de cynisme, c'est plein de bons sentiments et en même temps, ça va vous motiver. Moi, j'ai appris des choses sur le monde du running. Et aussi, j'ai appris des choses sur l'organisation, notamment d'un grand trail comme le Marathon des Sables. On n'imagine pas tout ce à quoi il faut penser. En tout cas, le mec, il est très rationnel dans sa façon de faire, de dire les choses. Et après, le petit truc qu'on pourrait reprocher à Grégoire Chevignard dans ce livre, c'est peut-être de s'être un petit peu comparé à d'autres coureurs, en particulier sur le Marathon des Sables, en disant, bah regardez, moi je débarque de rien et puis finalement, je fais un chrono pas trop moche. Alors qu'il y en a d'autres qui sont des stars reconnues et qui sont arrivées derrière moi. Il y a des personnes qui ont pu reprocher ce livre et trouver donc l'auteur un petit peu prétentieux dans sa manière de faire. Mais si de base déjà vous vous comparez pas, je pense pas que ça va vous choquer. Moi personnellement, ça ne m'a pas choqué et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris énormément de choses et que j'ai ri tout au long du livre. J'ai eu la chance de lire La Fraternité du Panca, le tome 2 de Pierre Bordage. Et ce tome 2 s'intitule Sœur Inold, parce que sur les 5 membres de la Fraternité du Panca, ici on va faire la connaissance du deuxième. Cette sœur Inold qui doit se travestir pour effectuer un très long voyage vers une planète lointaine, et certainement aller vers la mort. Elle doit combattre un danger dont elle ignore complètement la nature pour sauver l'ensemble des espèces. Et tout comme Frère Ewen dans le tome 1, ici, elle va aussi effectuer un très long voyage. Elle va être accompagnée de différents protagonistes que j'ai beaucoup appréciés. J'ai adoré la chute de ce tome 2 aussi, mais aussi un chemin qui est parcouru d'embûches parce que c'est une combattante. Elle fait partie d'une fratrie de 5 et donc elle est menacée. Et en particulier, on fait subir des choses à Sœur Inold qui sont vraiment dramatiques. Donc c'est pour ça aussi que j'ai adoré la force de caractère de ce personnage. Bref, j'aime beaucoup cette série de science-fiction qui est très mystérieuse parce qu'on ne sait toujours pas de quoi est fait ce danger vers lequel nos frères et sœurs se retrouvent. On apprend un petit peu plus sur l'arme aussi qu'ils ont dans le dos, qui est assez extraordinaire, qui annihile tout ce qu'elle touche. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce tome 2, donc j'ai hâte de continuer la saga de la Fraternité du Panca de Pierre Bordage. Vous savez à quel point j'ai adoré Hit de Gilles Lartigot. Eh bien, je me suis lancée dans la lecture de Hit 2, Des morts et des vivants, du même auteur, toujours aussi merveilleusement bien illustré aux éditions Winterfields, des photographies réalisées essentiellement par sa compagne, qui est vétérinaire, figurez-vous. Et j'ai adoré ce livre, une fois de plus. C'est une série d'interviews. C'est présenté un peu comme un essai, mais en fait, ce sont des interviews réalisées auprès de différentes personnalités publiques, des artistes, des scientifiques, des journalistes, qui peuvent être percutants pour notre compréhension de nos choix de consommation de viande, de lait, de fromage, mais aussi nos consommations de biens dits culturels, on s'entend,
dans nos consommations aussi de produits pharmaceutiques, parce que dans ce tome 2, il est beaucoup question de la Big Pharma, et en particulier de toutes ces formules extrêmement peu testées et finalement assez inefficaces, hein, qui nous creusent un énorme trou dans la Sécu, et aussi des mesures préventives très coûteuses, menées toujours par notre cher gouvernement, et qui ne mènent absolument à rien, et qui sont pour la plupart du temps inefficaces. Donc pour cela, il interroge des membres du milieu médical, scientifique, donc tout est parfaitement étayé et justifié. Il interroge aussi nos rapports à la consommation de produits culturels, comme je le disais, à savoir qu'il prônerait par exemple davantage de reprendre ses études, ou en tout cas de passer son temps à lire, ou en tout cas à s'informer de manière plus intelligente, plutôt que de, vous savez, consommer ces biens culturels en streaming, nourrir des data centers, de non seulement polluer beaucoup la planète, mais en plus ne pas avoir beaucoup à manger grâce à ces différents types de médias. Sans critiquer ou en tout cas rejeter la consommation de viande, il appelle à une consommation beaucoup plus raisonnée auprès de producteurs locaux. Et dans ce tome 2, il aborde également la question du survivalisme qui aujourd'hui est au cœur des débats. Parce que, comme vous le savez peut-être pas, mais typiquement dans mon pays, en Pologne, toutes les personnes aujourd'hui sont obligées et déjà appelées à constituer un stock de réserves sèches et d'eau potable à la maison, à domicile, en plus de quelques produits de premier secours pour préparer une éventuelle attaque. Donc c'est extrêmement important d'en parler sans utiliser forcément le terme survivalisme. Ici, il dit que simplement ça fait partie aussi de la façon de vivre de nos anciens qui se protégeaient de l'hiver en faisant des conserves, en stockant du bois et quelques produits aussi secs, très peu coûteux et finalement très nourrissants pour l'hiver. Donc il interroge nos différents modes de consommation, il revient vers une consommation beaucoup plus raisonnée dans cet ouvrage qui m'a tiré des larmes à juste chaque chapitre en fait. J'adore ce que fait Gilles Lartigot, sa façon d'aborder des sujets de société très actuels. Il le fait aussi dans son canal Hit, qui est une chaîne d'information à laquelle, suite à ma chronique, il m'a très gentiment abonné et j'en remercie. Donc c'est vraiment, c'est incroyable comment ce livre est fait et la façon dont il arrive à parler très simplement de choses qui fâchent, à dire que peut-être aujourd'hui on s'est un petit peu déconnecté du vrai et on a tendance à surconsommer dans un monde qui a vraiment besoin de revenir à la simplicité parce qu'on est en train de le tuer. Je voulais enfin vous parler de mon énorme coup de cœur pour le livre de Michael McDowell, Lune froide sur Babylone, un ouvrage one-shot, thriller. Bon, ça va les gars là? Oh putain. Non mais regardez ça quoi. Ça va les gars? Ça se passe bien? On va terminer avec mon petit coup de cœur pour Michael McDowell. C'est un roman horrifique qui parle essentiellement de revenants, de morts vivants, mais que vous allez côtoyer vraiment du bout des doigts parce que le principe même du roman, c'est pas tout à fait ça. On est toujours dans des histoires de famille. On est au fin fond de la Floride, au bord du Styx, une rivière extrêmement terrifiante qui, dès le premier chapitre, emporte avec elle un couple qui s'aime et qui, dans une scène incroyable, va disparaître. Bref, si vous avez certaines phobies, n'y allez pas. En tout cas, c'est juste génial la façon dont c'est décrit et vous allez suivre donc les orphelins de ce couple avec leur grand-mère qui essaye tant bien que mal de les élever, le tout dans une exploitation de myrtilles qui commence clairement à très mal se porter et la famille est criblée de dettes quoi. Donc jusqu'au jour où une nouvelle disparition va marquer cette famille. Alors vous allez vous être aux premières loges pour savoir ce qu'il s'est passé, mais c'est pas le cas de tout le monde et tout le village enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé lors de cette nuit, lors de cette tempête qu'il y a eu sous cette énorme lune. Que s'est-il passé? Et quel rapport, surtout avec la lune? Eh bien cette lune va avoir un rôle fondamental à jouer
tout au long du roman et de plus en plus lorsque vous allez avancer dans cette noirceur et dans cette histoire de vengeance froide. Voilà, donc moi j'ai adoré ce roman parce que ça se lit comme un bonbon. C'est incroyable la façon dont Michael McDowell présente ses personnages, ses familles, les relations entre les différents protagonistes du village. Bref, je ne peux que vous conseiller Michael McDowell parce que c'est juste un énorme page-turner et c'est un auteur qui a eu un immense talent pour tisser des histoires familiales, tout comme dans son énorme saga Blackwater que j'avais aussi beaucoup aimé. Voilà, j'espère que ce petit point lecture vous aura plu. Dites-moi s'il y a certains de ces livres qui vous tentent, j'aimerais énormément échanger avec vous sur différents sujets. Vous voyez, j'aime bien tout ce qui touche à la société, à la consommation aussi, mais aussi à des thématiques un peu plus libre, donc n'hésitez pas à me faire part un petit peu de vos impressions sur ce point lecture en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous retrouver très bientôt dans de prochaines vidéos, certainement dédiées au vlog et aussi peut-être un petit peu à la vie sportive. Je vous embrasse très fort d'ici là. Lisez bien surtout, informez-vous, culturez-vous et moi sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!